L'usine de locomotives de Kharkov, fondée à la fin du 19e siècle durant la rapide industrialisation de l'Empire russe, représentait parfaitement les espoirs sur lesquels se reposaient les dirigeants russes puis soviétiques quant au territoire ukrainien. Plus globalement, si le pays est connu pour sa production agricole, l'URSS concentra par la suite une partie de son industrie lourde en République socialiste soviétique d'Ukraine. Ces calculs se révélèrent être les bons, puisque de Kharkov naquit un célèbre bureau de conception, père de véhicules comme le T-34 ou le T-44. Suite à la dévastation causée par la guerre, le quatrième plan quinquennal avait pour but de ramener l'Ukraine à un niveau d'industrialisation digne de l'avant-guerre. Cette revalorisation de l'industrie ukrainienne passa par le civil, mais aussi principalement par le militaire. Ainsi, l'usine de Kharkov, renommée Malichev en 1957, deviendra l'un des principaux sites de conception et de construction de blindés soviétiques. Durant cette époque, marquant l'âge d'or de l'usine, le bureau de conception de Morozov put consacrer ses moyens à l'élaboration de chars très avancés, dont l'apogée fut le T-64. Malgré cela, les décennies qui allaient suivre n'allaient pas être de bon augure. En effet, dès les années 70, c'est globalement l'Union soviétique entière qui entre dans une période de stagnation économique. L'ordre du jour était alors de prioriser le T-64B qui venait d'être accepté en service par les forces armées. Le principal intérêt de Kharkov se porta sur le moteur à 5 cylindres du véhicule qui avait atteint ses limites. Une évolution sur un moteur à 6 cylindres avait alors été jugée obligatoire. Ainsi, en 1974 débuta la folle histoire du moteur 6TD1. Les Ukrainiens n'ont pas attendu. Moins de 2 ans après, en 1976, deux Object 476, des véhicules alors basés sur le T-64A mais équipés du 6TD1, seront construits. L'innovation ne s'arrête pas là. En effet, la tourelle avait été redessinée et affichait une protection plus importante que le T-64A. Si ces véhicules ne connaîtront évidemment pas de production, ces travaux déboucheront sur un véhicule encore plus avancé, dont certains composants seront réutilisés sur les futurs T-80. C'était l'Object 478. Essentiellement, ce véhicule était la combinaison d'un châssis d'Object 219, le T-80 développé à Leningrad, et d'une tourelle similaire à celle de l'Object 476, le tout propulsé par un moteur de 1000 chevaux 6TD1. Malheureusement pour Kharkov, cette époque marqua aussi l'apparition d'hommes de haut rang très favorables au remplacement général des moteurs, entre guillemets normaux, par des moteurs à turbine, comme Dmitri Ustinov. L'usine de Malichev fut alors contrainte de se plier aux exigences du gouvernement qui souhaitait instaurer la production de moteurs à turbine aux grandes usines de chars de l'Union. Au même moment, les problèmes de consommation excessive du T-80 avaient été pointés du doigt, et les soviétiques recommandèrent à l'usine de Klimov le développement d'un moteur moins gourmand, nommé VGTD 1000 FM, et ainsi débuta l'histoire de l'un des plus grands fiascos en lien avec l'industrie blindée soviétique. Des milliards de roubles avaient été investis dans la conception et dans la production de l'outillage nécessaire à ce moteur. Par exemple, une nouvelle usine avait été construite à Kharkov pour y installer les lignes de production du moteur. Au final, ce dernier se révéla décevant et ne passa même pas les essais et sera reporté à de nombreuses reprises pour ne finalement jamais être présenté officiellement. L'usine Malichev jugea la situation irrattrapable et se fit à l'idée d'abandonner ce moteur en faveur de la production de masse du 6TD. Le comité central du Parti communiste organisa une réunion avec les représentants de l'usine ukrainienne pour leur expliquer qu'ils allaient continuer à produire des moteurs à turbine, mais une nouvelle version, le GTD 1000F de 1100 chevaux, devant potentiellement être poussé à 1250. La transition a évidemment été complexe pour Kharkov, puisqu'il dut repartir de zéro avec de nouvelles lignes de production. Au final, l'usine put assembler un lot de 45 T-80U avant la mort de Dmitri Ustinov le 20 décembre 1984, qui sonna le glas des moteurs à turbine à Kharkov. En effet, la mort de ce dernier enleva un grand soutien aux moteurs à turbine et le 2 septembre 1985, un décret autorisa la production du T-80U avec un moteur 6TD. C'était la naissance du T-80UD. Sans plus tarder, l'usine Malichev dut fournir un lot de T-80UD à la division Kantemirovskaya, afin d'évaluer les capacités du char. Les résultats ne tardèrent pas à se montrer. Le T-80UD était si bon qu'il allait devoir remplacer le T-64 sur les lignes de production de l'usine de Kharkov. Et c'est ainsi que le 27 décembre 1987, le dernier T-64 sortit des ateliers ukrainiens. Début 88, les représentants des usines kharkovites rencontrèrent le ministre de la Défense pour discuter du futur du T-80UD. La production de moteurs et de véhicules allait croître d'année en année, et la situation était claire. Le T-80UD devait devenir le principal char de combat de l'armée soviétique. Cette idée était si ancrée que les soviétiques avaient prévu, d'ici l'horizon 2000, de reconvertir toutes les usines de chars du pays à la production de T-80UD.
Malheureusement, le futur s'annonçait bien sombre. L'URSS avait été grandement déstabilisée par une tentative de coup d'État en août 1991, durant laquelle des divisions équipées de T-80UD furent déployées. Tout s'est alors déroulé extrêmement vite. Trop vite. Le 24 août, l'Ukraine déclara son indépendance, et quelques mois plus tard, en décembre, la dissolution officielle de l'Union fut proclamée. Évidemment, l'économie ukrainienne fut fortement ébranlée par la chute de l'Union, et n'eut d'autre choix que de stopper la production de chars, de tels véhicules étant alors jugés trop coûteux à produire par rapport à l'état de l'économie. Par conséquent, l'Ukraine se tourna vers le marché de l'export, avec l'espoir de vendre quelques T-80UD. L'occasion ne suit pas attendre, puisque dès le début de la décennie, le Pakistan cherchait à se doter d'un nouveau char de combat principal, au même titre que l'Inde. Si ce dernier se tourna vers la Russie, l'Ukraine en profita pour se tourner vers le Pakistan. Dès août 1993, deux T-80UD furent envoyés dans le désert pakistanais pour y tester la résistance du véhicule. Supervisés par des employés du bureau Morozov et des Pakistanais, ces derniers furent surpris de la vitesse à laquelle les essais ont été complétés. Le doute planait encore quant à quel char choisir et, en 1995, l'Ukraine revint à la charge avec des véhicules légèrement différents. Le premier, l'Object 478 DU, se trouvait être un T-80UD tout à fait normal à un détail près, le train de roulement était celui d'un T-64. L'argument principal étant que les galets de roulement en acier du T-64 étaient moins promptes à s'user dans un milieu abrasif comme le désert. L'autre véhicule, l'Object 478 DU1, était un T-80UD classique, avec quelques changements mineurs. Au final, ce dernier se révélera être globalement plus fiable que le premier en terrain désertique et montagneux dû à son train de roulement. 3 mois plus tard, en décembre 1995, des Pakistanais se rendirent à Kharkov pour étudier la fabrication des véhicules, leur maintenance ou encore leur réparation. Au final, le contrat fut signé à l'été 1996 pour un total de 320 T-80UD à un prix de plus de 600 millions de dollars. C'est à ce moment précis que l'Ukraine montra ses premiers signes de faiblesse. La Russie voyait d'un mauvais œil qu'un pays tiers vende concrètement ses véhicules sans leur accord. En effet, suite à la chute de l'URSS, l'Ukraine ne pouvait évidemment pas produire tous les composants nécessaires à la construction de chars, menant le pays à s'approvisionner massivement en Russie. Par exemple, le caoutchouc utilisé dans leur T-80UD provenait de Sverdlovsk. Pour outrepasser ces interdictions, l'Ukraine décida notamment de copier sans licence le canon de 125 mm 2 à 46 M1, qu'ils appelèrent KBA-3. Malheureusement, les usines ukrainiennes n'avaient pas autant de savoir-faire que les usines russes, et il en résulta des canons avec une durée de vie pitoyable, atteignant péniblement une durée de vie de 200 coups d'obus à pression normale. La tourelle posa aussi un énorme problème. Les tourelles moulées russes étaient vendues bien trop cher, et il fut décidé d'utiliser des tourelles soudées de production nationale. Ce conflit entre Ukraine et Russie eut d'ailleurs un effet très négatif sur leur collaboration dans le développement du char Nota, mais ça, c'est une autre histoire. La livraison des T-80, qui prendra plusieurs années, incluait 175 de ces mix russo-ukrainiens, le reste étant simplement des T-80UD, pour la plupart piochés dans les réserves de l'armée. Maintenant, revenons un an dans le passé. En 1995, l'Object 478 DU et DU1 étaient en train d'être testés au Pakistan. Eh bien, cette année marque aussi l'apparition de l'Object 478 DU2. Si ce véhicule était officiellement connu sous le nom de T-80UD, il n'était ni plus ni moins que ce qu'on allait appeler par la suite T-84. Les principales différences résidaient dans l'utilisation du moteur de 1200 chevaux 6TD2 qui était en développement depuis bien longtemps, ainsi que de l'utilisation d'une tourelle soudée globalement reprise des travaux soviétiques des années 1980 comme l'Object 187. Les Ukrainiens ont aussi copié le système de protection active Shtora 1 et l'ont appelé Varta 1, mais le fonctionnement reste le même. Pendant ce temps, le développement de l'Object 478 se poursuivait à toute allure. Les Ukrainiens produirent l'Object 478 DU4 avec une nouvelle transmission lui permettant d'atteindre les 32 km/h en marche arrière, ainsi que le DU5 avec son râtelier de munitions mieux protégé et surtout la climatisation. Le DU5 fut aussi l'occasion d'essayer une nouvelle transmission automatique. Pendant que le projet suivait son cours, ce fut au tour de la Grèce de faire un appel d'offres pour son prochain char de combat principal. En 1998, plusieurs nations, dont l'Ukraine, se rejoignirent au pied du mont Olympe. Voyons donc plus en détail les résultats obtenus par le T-84. Lors du premier essai, qui consistait en un franchissement d'un mur d'1 mètre, l'équipage grec se blessa et ne surmonta pas le mur. L'équipage ukrainien dut prendre la relève et le surmonta au prix d'un système d'échappement endommagé. La suite de cet essai incluait la montée d'une pente de 30%, sur laquelle le char s'est complètement arrêté sans pouvoir la monter.
Sur un dévers de 15%, le stabilisateur dériva sans parvenir à se stabiliser correctement. Arriva alors le 7e essai, et quelle ne fut pas la surprise des Grecs quand l'imageur thermique d'origine française ne marchait tout simplement pas. Ce problème technique empêcha le T-84 de participer aux essais 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 et 24. Lors des essais 11 et 12, qui consistaient en tir de précision et de précision en mouvement, le T-84 parvint à toucher sa cible 8 fois en stationnaire et seulement 3 fois en mouvement, sur un total de 20 au but. Lors du 20e essai de tir de précision en mouvement sur une cible en mouvement, le char ne parvint qu'à toucher sa cible 6 fois sur 10. Lors de l'essai 27, une série de 20 tirs en mode Hunter-Killer, le T-84 ne fit mouche que 9 fois sur 19, un score toutefois supérieur au Challenger 2. L'essai 30, le dernier avec les informations du T-84, montra quant à lui une défaillance du système de tir de la mitrailleuse lourde. Ce n'en était pas terminé pour le T-84, puisque les chars étrangers le suivant se plaignaient de la toxicité de l'échappement du 6TD, les forçant à porter des masques à gaz. Au final, le T-84 finira en bon dernier du classement. Ce char que l'on pouvait croire tout à fait efficace se révélait dans les faits être bien plus médiocre que ce à quoi on s'attendait. Ce choc fut assez brutal, et rassurez-vous, cela ne fait qu'empirer. Les projets de modernisation débouchèrent à la fin des années 90 sur l'Object 478 DU9, aussi appelé BMO-Plot, non officiellement attaché au véhicule depuis 1998. La principale différence résidait dans la protection du véhicule. Les coûts du Contact 5 étant trop élevés, les ingénieurs ukrainiens prirent la décision de ressortir de vieux projets et développèrent le Noj, sur lequel on s'attardera plus tard. Au final, le BMO-Plot sera accepté en service dans l'armée ukrainienne en février 2000 et sera produit au nombre colossal de 10 exemplaires en un an. Ces 10 véhicules seront d'ailleurs les 10 seuls chars de ce type construits dans l'histoire ukrainienne. Après le Pakistan et la Grèce, ce fut au tour de la Turquie de demander un char de combat principal à une puissance extérieure. L'Ukraine, là encore très intéressée par la rentrée d'argent probable, se mit au travail sur une version du T-84 destinée à répondre aux exigences turques, qui inclut par exemple un canon de 120 mm au standard OTAN. Alors que tous les autres pays avaient proposé à la Turquie la mise en place de chaînes d'assemblage limitées pour leurs chars, l'Ukraine leur proposa la mise en place d'une usine permettant aux Turcs de produire autant de T-84 qu'ils le souhaitaient. L'Ukraine, qui avait passé un contrat à la fin 99 avec une firme suisse pour la production de canons de 120, dut repenser le système de chargement automatique et le transféra tout simplement à l'arrière de la tourelle, tout en conservant quelques munitions sur le plancher du char. Durant la première partie des essais, en 2000, seulement l'Object 478 DU5 sera envoyé par l'Ukraine, mais ses résultats ne sont pas connus. Par contre, lors de la deuxième phase, c'est bien un T-84 120 qui prit part aux essais dont là encore les résultats détaillés ne sont pas connus. Finalement, la Turquie, manquant d'argent, décida de moderniser ses M60, puis de commander des Léopard 2 à 4 suite à la commande de Léopard 2 à 6 de la part des Grecs en 2003. Suite à cette expérience décevante, l'Ukraine tenta aussi d'exporter son char vers la Malaisie, là encore sans grand succès puisqu'il s'inclina face au PT-91 polonais. Finalement, le premier pays à recevoir ces chars était les États-Unis. En mai 2001, les Ukrainiens ont reçu la visite d'un responsable de l'organe de formation militaire et d'études des équipements étrangers. Ces petites visites durèrent quelques temps, avant que les États-Unis envoient directement des employés du terrain d'essai d'Aberdeen en décembre 2002 pour y tester les améliorations du T-80UD. Lors de l'arrivée de ces 4 chars aux États-Unis fin 2003, la presse américaine parlait de chars de combat principaux ukrainiens T-80UD, mais la réalité était que l'Ukraine venait de fournir aux États-Unis 4 de ces 10 BMO-Plot. Ces derniers différaient tout de même des BMO-Plot de série, puisqu'ils n'étaient pas équipés de l'APS Varta 1, et l'un d'entre eux était équipé du système de protection hardkill Drozd. Le sort de ces véhicules était alors inconnu, jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit retrouvé stocké au terrain d'essai de Yuma, dans l'Arizona. Cela, combiné aux récents achats de moteurs 6CD et de missiles ukrainiens, indique que les Américains se servent toujours au moins de plusieurs de ces BMO-Plot. Après cette escapade aux États-Unis, l'Ukraine arrêta d'essayer d'exporter son char. Tout se portait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que débute en 2008 la construction de l'Object 478 DU9-1, une amélioration considérable du BMO-Plot. Considérable est le mot, puisque les Ukrainiens mirent l'accent sur la protection du véhicule. Sacrifiant une part non négligeable de blindage composite, le plot M, aussi appelé BMO-Plot, T-84 BMO-Plot ou que sais-je, est recouvert du blindage réactif Duplet, le successeur du Noj. J'ai parlé de ce dernier auparavant, je vais maintenant tenter de l'expliquer. Grossièrement, le Noj tente de briser un pénétrateur à l'aide de plusieurs EFP. Si sur le papier ce système semble ingénieux,
y réfléchir plus longtemps nous fait douter d'un tel système. Les EFP sont extrêmement sensibles à leur point de déclenchement. Si ce dernier est légèrement mal positionné, comme dans le cas du Noge, ce dernier n'étant jamais déclenché de façon optimale, alors le jet se courbera. Enfin, cela c'est dans le cas d'un revêtement de l'explosif intact. Si ce dernier ainsi que l'explosif sont endommagés, là encore comme dans le Noge, lorsqu'un pénétrateur le frappe, alors le jet fera plus ou moins n'importe quoi sans pouvoir arrêter grand chose. Mais attention, si on ajoute encore un projectile en mouvement à l'équation, alors le jet n'existe quasiment plus. Nous venons là de décrire grossièrement une shape charge normale, mais le Noge n'est pas comme les autres. Là où la plupart des charges ont un revêtement en forme de cône, le Noge a un revêtement de forme hémisphérique, par conséquent moins rapide et généralement moins pénétrant qu'un cône. Évidemment, un tel système de charge linéaire ne permet qu'à une voire deux charges d'avoir une distance optimale avec le pénétrateur, puisqu'une fois impacté, un système fait détonner le reste des charges. Si nous prenons en compte ces facteurs, y combinons la faible vélocité des charges du Noge qui atteignent au mieux les 700 mètres par seconde, le Noge peut certainement endommager, voire stopper les pénétrateurs les plus anciens. Mais la production d'obus ayant évolué depuis les années 90, date à laquelle le Noge a été conçu, il semble particulièrement dépassé de nos jours, n'étant efficace que lorsque des conditions parfaites sont réunies. Finalement, la partie la plus létale du Noge semble être la plaque d'acier qu'il doit traverser et qui sera emportée avec. La solution à ce problème fut donc de doubler les couches de Noge sur l'avant du châssis. La tourelle et les flancs ont quant à eux triplé en Noge. La quantité d'explosifs dans une brique normale de Noge, qui peut atteindre les 3 kg d'équivalent TNT, pose un risque évident au char en lui-même, notamment par la destruction des appareils d'observation. Imaginez alors le résultat avec des couches superposées. L'Oplotem est une véritable bombe. D'autres soucis de conception sont visibles, comme par exemple l'emplacement de la mitrailleuse de toit, dont une grande partie de l'angle frontal est bloquée par le viseur panoramique du chef de char. Il faut aussi noter que le système de stabilisation connaît lui aussi quelques déboires. Néanmoins, le point qui pose le plus de questions est celui de la motorisation. Afin de pallier les problèmes de toxicité et d'échappement massif du moteur, les Ukrainiens conçurent une version spéciale du 6TD2 conservant les mêmes qualités dynamiques. Malheureusement, ce sont bien ces dernières qui posent problème, car si le char affiche une puissance tout à fait correcte de 1200 chevaux, il est handicapé par un couple assez désastreux de 3000 Nm à 2000 tours minute. Pour comparer avec un moteur russe datant grossièrement de la même époque, le V84 MS UT72B, ce dernier affiche seulement 840 chevaux, mais avec 3335 Nm de couple à 1300 tours minute. Malgré la disparité de puissance des moteurs, les véhicules se retrouvent avec une mobilité plus similaire qu'on ne le croirait, avec un énorme avantage de fiabilité aux moteurs russes. La différence étant aussi que les Russes ont à l'époque du Oplotem de bien meilleurs moteurs diesel que les Ukrainiens. Finalement, le char fut présenté officiellement pour la première fois durant la parade du jour de l'indépendance de 2009 et l'Ukraine passa une commande de 10 véhicules à un coût de 3 millions d'euros par char. Malheureusement, le timing de l'Ukraine était assez mauvais, puisque le pays a subi de plein fouet la crise économique faisant considérablement chuter son économie qui peinait déjà à remonter après la catastrophe que furent les années 90. Le contrat fut alors purement et simplement annulé, et le char fut par la suite présenté officiellement en 2011 à Abu Dhabi, mais cette fois les Ukrainiens ne rentrèrent pas bredouille. En effet, un contrat signé le 1er septembre de la même année incluait la livraison de 49 Oplot T à la Thaïlande, les différences majeures entre Oplot M et Oplot T étant majoritairement internes, comme l'ajout d'un climatiseur. La commande devait originellement se conclure en 2004, mais seulement 5 chars avaient été envoyés à cette date. De plus, à partir de cette année, l'Ukraine sombre dans une crise politique, menant une partie du territoire à clamer son indépendance et mena l'armée ukrainienne à devoir utiliser ses chars au combat. Ces nombreuses pertes firent que les usines comme Malichev passèrent plus de temps à réparer et à reconstruire les véhicules qu'à en produire de nouveaux. Le gros des combats se déroulant entre 2014 et 2015, l'Ukraine n'a pas expédié de véhicules en 2014 et la livraison de 2015 n'incluait que 5 véhicules. La production recommença lentement dès 2016 avec 10 chars livrés, puis 16 en 2017. Les 13 derniers véhicules seront livrés en 2 lots, dont le dernier sera envoyé en mai 2018. Finalement, la commande qui devait se terminer en 2014 avait pris 4 ans de retard. La Thaïlande, sûrement exaspérée par ces retards, décida alors de se tourner vers l'offre chinoise, le VT4, un char d'exportation plus que correct. Pendant que l'Ukraine produisait ses véhicules, le Pakistan cherchait encore en 2015 à se procurer un nouveau char de combat principal. 20 ans après les essais originels du T-84, l'Ukraine décida d'y envoyer son Oplot M.
Son concurrent principal était, ironiquement, le VT4. L'Oplotem se révéla en soi supérieur au VT4, mais deux conditions firent pencher la balance. Le coût et la question de la production. Là où les Chinois voulaient partager les technologies du VT4 pour y installer sa production au Pakistan, l'Ukraine ne le souhaitait clairement pas. Au final, le Pakistan demanda la conception de deux véhicules spécifiques aux conditions du pays, et qui, dans le cas de l'Oplot, devaient recevoir le nom d'Oplot P. Les deux pays revinrent 3 ans plus tard, en 2018, pour continuer la compétition. L'Ukraine avait apporté l'Oplot P, plus blindé et avec d'autres changements inconnus. La Chine avait quant à elle grandement amélioré son VT4, le blindage réactif FY2 avait été remplacé par du FY4 et un moteur boosté. Finalement, là où l'Oplot se révélera mieux blindé, le VT4 avait bien plus d'aisance dans sa conduite de tir, avec notamment plus de facilité en hunter-killer. En conclusion, le Pakistan pencha pour le VT4. Mais 2018 n'est pas surprenante que par cette énième tentative d'exportation du T84, mais aussi par la remise en service de 6 véhicules désormais bien connus, les BM Oplot abandonnés depuis plus d'une décennie. Les réparations des véhicules, qui avaient été décidées en 2015, se terminèrent début mars 2018, les véhicules étant alors affectés à la 14e brigade mécanisée indépendante. C'était la première fois que le véhicule était affecté à une unité. Cette remise en service s'est faite pour une très bonne raison, participer au Strong Europe Tank Challenge de juin 2018. Malheureusement, les véhicules ukrainiens qui avaient été en sommeil depuis des années et des années eurent beaucoup de problèmes lors de la compétition. De câbles isolés à moitié déchirés, au système de stabilisation empêchant tout tir à longue distance, en passant par un chargeur automatique approximatif, le T84 eut bien du mal à montrer de quoi il était capable et, bien au contraire, il devint la risée de la compétition, atteignant sans mal la dernière place, ce que même le T64BV envoyé en 2017 n'avait pas fait. Si les lacunes ukrainiennes ne sont pas forcément technologiques, une chose est sûre, elles sont souvent d'ordre économique. Les quelques contrats obtenus à l'étranger ne permettent pas à l'usine de Malichev d'assurer sa pérennité. Dès 2013, par exemple, les retards de salaire s'accumulaient et chaque employé n'avait pas reçu en moyenne l'équivalent de 600 €, ce qui valait presque 2 mois de salaire. Évidemment, de telles conditions ne sont clairement pas propices à la production de chars, sans entrer dans la corruption et le placement à la tête des usines de personnes qui n'ont grossièrement comme qualification que d'avoir des contacts bien placés à Ukrabaronprom. Les conditions sont telles que ces retards de salaire ont même perduré jusqu'en 2019 dans une usine où le chauffage est inexistant et où l'approvisionnement en gaz a été récemment coupé à cause de dettes. Le bureau de conception et l'usine de Kharkov, ayant récemment passé le flambeau à l'usine de Lvov dans la réparation de chars, tentent tout de même de garder la tête hors de l'eau en concevant des véhicules la plupart du temps destinés à l'export, ou en tentant simplement d'apporter des changements à ces véhicules actuels. Au moment où je vous parle, l'Ukraine a déjà lancé un programme de modernisation jusqu'en 2023 du Oplot M, dans le cadre du programme Bastion, dont le but est de se débarrasser de tous les composants étrangers, notamment russes, qui sont encore de nos jours importés par procuration, même dans le cadre des tensions entre les deux pays. Ainsi, début février 2021, l'usine Malichev reçut la commande du premier Oplotem à destination de l'Ukraine, censé être construit à temps pour la parade du 30e anniversaire de l'indépendance ukrainienne, le 24 août 2021. Néanmoins, le délai de construction d'un Oplotem a été estimé à 8 mois dans l'état actuel de l'usine Kharkovite. Reste à voir si l'Ukraine sera capable de finir ce char par la suite, prévu pour les expositions et autres parades à temps. En conclusion, malgré l'héritage industriel laissé par l'Union soviétique, l'Ukraine n'a pas su capitaliser sur son industrie de chars et s'est retrouvée dans un cercle vicieux. Sans argent, elle ne peut pas développer ou utiliser ces technologies dont elle dispose à des fins militaires, menant alors à des rentrées d'argent dérisoires et ainsi de suite. Couplée à une corruption bien ancrée et à une industrie décadente, les Ukrainiens se retrouvent au pire à produire des quantités infimes de nouveaux chars tout au plus corrects, ou au mieux à tomber, comme d'une certaine façon la Russie, dans la modernisation à tout bout de champ. Comme cette dernière, l'Ukraine n'a pas atteint un plafond technologique, mais économique. Si les tares sont nombreuses du côté de la lignée du T80, celle du T64 n'est pas non plus en reste.